Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Permettre aux femmes victimes de harcèlement sexuel de se défendre devant la justice. C'est l'objet du grand débat qui se prolonge actuellement au Sénat. Consensus, bien sûr, pour des peines aggravées pour les victimes. Mais la définition du délit reste complexe et divise. Le choc en retour de la réforme de la carte militaire pointée par le Sénat, une désorganisation de l'armée qui a dû absorber un choc terrible et des villes qui attendent toujours les compensations promises après la perte d'une caserne. Un parti marchant d'un seul pas derrière l'Elysée, la contribution signée Hérault Aubry en vue du prochain congrès du PS fait grincer des dents du côté de l'aile gauche du PS dont les voix pourraient manquer à François Hollande lors du vote sur le traité européen. Et puis ce soir, bien sûr, 4 invités, dont 3 sénateurs toujours en séance. Ils nous rejoindront pour débattre du harcèlement sexuel. Puisque l'annulation surprise de la loi précédente a donc amené le gouvernement à chercher une solution alternative, un texte jugé trop flou par le Conseil constitutionnel. Les débats mobilisent les ministres de la Justice et des droits des femmes, les sénateurs avec pas moins de 60 amendements en discussion et puis les mouvements féministes qui, on le voit, ont manifesté tout à l'heure devant le Sénat. Après le flou donc reproché à la précédente loi, c'est la complexité du nouveau texte qui est critiqué, avec pas moins de 2 définitions du harcèlement sexuel dans le texte en débat aujourd'hui. Alexandra Colino. 7 propositions de loi, 63 amendements déposés malgré la réunion d'un groupe de travail. Le consensus tant souhaité par le gouvernement sur le harcèlement sexuel n'a pas été trouvé. Et les discussions dans l'hémicycle aujourd'hui s'annoncent très longues. Pour certains, à vouloir aller trop vite, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis. Ils payent leurs propres erreurs, à savoir d'avoir voulu passer en force par un projet de loi, de ne pas avoir respecté le Sénat, de ne pas avoir écouté le Sénat qui avait fait un vrai travail de fond. Et cette manière de piétiner encore une fois le Sénat sur ce texte de loi, et je vais faire un rappel au règlement sur les questions d'actualité, pour moi est totalement indécente. Principale pomme de discorde, la distinction de 2 formes de harcèlement, l'une par acte répété dans le but d'humilier, l'autre par le chantage sexuel. À droite comme au sein des associations, on demande qu'il n'y ait qu'une seule définition. Autre désaccord, le risque de requalification d'une agression sexuelle en harcèlement. Sur ce point, la ministre de la Justice s'est montrée rassurante. Ce nouveau délit de harcèlement sexuel est plus étendu que dans les précédentes dispositions. Cependant, il faudra veiller à ce qu'il ne soit pas utilisé pour sanctionner des agissements relevant d'autres incriminations plus graves, notamment l'agression sexuelle ou le viol, comme ce fut déjà constaté par le passé. Les discussions menées sous l'œil attentif des associations s'annoncent vives. Le texte sera néanmoins adopté ce soir ou demain avant d'être discuté à l'Assemblée le 24 juillet. Avec une seule lecture, donc, dans chacune des chambres. Et on reprend ce débat dans un instant avec nos invités, Brigitte Gauthier-Morin, Muguette Didny, Philippe Keltenbach, tous donc élus. Actuellement, ils sont en séance, ils nous rejoindront. Et puis Marilyn Baldec de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail sera également avec nous. Et puis vous verrez, nous écouterons également le témoignage poignant d'une femme victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. La carte militaire avait été redessinée sous le précédent quinquennat. Fermeture de casernes, regroupement de militaires, 54 000 suppressions de postes d'ici à 2015. Présentée comme un succès après une phase de tension avec les villes les plus perdantes, cette réforme est aujourd'hui analysée sans complaisance. Dans un rapport sénatorial, une impression de désorganisation généralisée est évoquée. Fabrice Cunet. Il a fallu près de 3 ans au gouvernement Fillon pour mettre en place son vaste plan de modernisation de la défense. Janvier 2011, les 3 corps d'armée mutualisent leurs moyens de soutien dans 60 bases. À la clé, une économie estimée aujourd'hui à 6 milliards d'euros, la suppression de 10 000 postes et la satisfaction du ministre de la Défense de l'époque, quelques mois plus tard. J'ai effectué une réforme du ministère qui est une des réformes les plus accomplies et les plus achevées qui soit. La réalité du terrain serait bien différente. Dans les villes d'abord qui ont vu partir leur régiment, le traumatisme est toujours présent. Les compensations promises, toujours attendues.
à l'exemple de Metz. Par exemple, sur les 1500 emplois administratifs de compensation, il y en a moins de 200 qui ont été réellement créés. Donc c'est dramatique. Grogne aussi et surtout chez les militaires qui dénoncent de graves dysfonctionnements. Ce double constat est partagé par les sénateurs de la Commission de la Défense dans un rapport rendu public aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être améliorées, comme je vous l'ai dit, mais les bases de défense ne souffrent véritablement en ce moment que d'une chose, c'est les crédits qui leur manquent. Dans ces conditions, ce n'est pas la réforme qui serait à revoir, mais les moyens de sa bonne application. Et les sénateurs lancent un avertissement au gouvernement. Il ne faut plus toucher, sous peine de le détruire, à l'outil de défense. Donc pour moi, c'est une priorité et je crois que le budget de la défense ne peut en aucun cas servir de variable d'ajustement. De droite comme de gauche, ces sénateurs demandent au moins un statu quo budgétaire et que les engagements pris soient tenus. Rien que pour 2012, il manquerait déjà 130 millions d'euros dans les caisses. Alors que de son côté, aujourd'hui même, la Cour des comptes pointe la dérive de la masse salariale dans la défense et elle a continué à augmenter malgré les baisses d'effectifs. Voulu par Jean-Marc Ayrault, stoppé net par Manuel Valls et toujours réclamé par la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui hier encore au Sénat a mobilisé tous les partisans du récépissé. Le récépissé annoncé comme solution à la multiplication des contrôles d'identité au faciès, eh bien, il a fait long feu. Le ministre de l'Intérieur juge complexe le procédé que, par ailleurs, les principaux syndicats de policiers contestaient. Mais le ministre de l'Intérieur envisagerait de rétablir le numéro matricule sur l'uniforme des policiers. Jean-Marc Ayrault en appelle aujourd'hui à un sursaut collectif pour redresser l'industrie. Le Premier ministre a fait cette déclaration à la veille de l'annonce redoutée de la fermeture du site Peugeot-Citroën d'Aulnay. Un comité central d'entreprise se tient en effet demain et le risque se chiffre à 3300 emplois directs et 7000 emplois indirects. L'annonce d'une contribution qui se voudrait générale et unique du Premier ministre et de Martine Aubry pour le prochain congrès du PS fait débat. L'aile gauche du parti incarné par Benoît Hamon, ou plutôt par ses amis depuis qu'il est entré lui au gouvernement, plaide pour la diversité. Ce n'est pas la vision de l'Élysée. Jérôme Rabier. Le congrès de Toulouse sera un congrès d'unité et non pas une course d'écurie du Parti socialiste. Voilà le message délivré par Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry avec leur contribution commune. Un seul mot d'ordre, le soutien au gouvernement. Nous sommes dans la phase, effectivement, de solidarité avec le gouvernement, mais cette solidarité n'exclut pas des débats, des nuances. C'est un congrès dans lequel le débat d'idées se fera par divers canaux, mais ce ne sera pas un congrès de biscotto. Sont visés les quelques ministres qui pensaient compter leurs troupes et mesurer leur popularité grâce à des contributions, voire des motions au prochain congrès. Le message est clair, silence dans les rangs, mais l'aile gauche du parti ne l'entend pas ainsi. Je pense que la méthode choisie n'est pas favorable à l'unité, parce que l'unité ne peut pas être l'alignement. L'unité ne peut pas être « je ne veux voir qu'une seule tête ». Ça n'est pas une décision d'autorité. C'est un travail de conviction qui se construit. Car c'est plutôt quand on n'a pas écouté à l'intérieur et que les gens ont fini par partir que le Parti socialiste s'est affaibli. Candidate ou pas, Martine Aubry fait durer le suspense. Impossible pour de nombreux prétendants de se déclarer sans le savoir. Gaëtan Gors, candidat en duo avec une élue de Paris, s'interroge ironiquement sur la meilleure façon de conserver l'unité du parti. Est-ce que c'est de siffler la fin du débat avant qu'il ait commencé, ou est-ce que c'est au contraire d'utiliser le débat pour faire de la pédagogie, créer de l'adhésion, faire partager les convictions? Date limite de dépôt des contributions le 18 juillet. On saura alors si la consigne est respectée et qui osera affronter le duo inattendu de la responsable du parti et du Premier ministre. Le fils de François Hollande s'exprime dans Le Point au sujet du tweet de Valérie Trierweiler. La compagne de son père a détruit l'image normale qu'avait construite le président de la République selon Thomas Hollande. Ça m'a fait de la peine pour mon père. Il déteste tellement que l'on parle de sa vie privée, dit-il encore. Le fils aîné du chef de l'État décrit un François Hollande ahuri par le tweet de sa compagne, soutenant, on s'en souvient, Olivier Fahlorny face à Ségolène Royal aux législatives. Je savais que quelque chose pouvait venir d'elle un jour, mais pas un si gros coup. C'est hallucinant, dit encore le jeune avocat Thomas Hollande. La famille hétéroclite du centre s'étoffe d'une nouvelle formation. Le député Jean-Christophe Lagarde a annoncé la création d'un parti baptisé Force européenne démocrate, mais qui se place dans l'orbite de Jean-Louis Borloo. Les explications d'Elisa Bertholomé et Nathalie Guillouard.
Et un parti supplémentaire au centre, la Force européenne démocrate, nouveau parti lancé aujourd'hui par Jean-Christophe Lagarde. Objectif, participer à la création d'une grande confédération des centres. Futur leader, Jean-Louis Borloo. Depuis des années, le centre a besoin de se rassembler, mais les appareils en place ne bougent pas. On a décidé aujourd'hui de créer un mouvement qui s'appelle Force européenne démocrate, qui accepte l'appartenance aux autres mouvements centristes, qui sont clairement listés entre eux. Pour faire vivre ce débat, nous voulons une confédération du centre rapidement. Un nouveau parti vu comme le fer de lance du rassemblement de tous les centristes, mais surtout comme un moyen de pallier l'absence de représentation des démocrates sociaux au centre. Environ 120 élus locaux vont prendre leur carte, des députés, des sénateurs, des élus auparavant en froid avec Hervé Morin. Une façon de procéder que critiquent d'autres centristes. Je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure et refonder un parti qui regroupe toutes les tendances et non pas créer un parti supplémentaire avec peut-être une confédération. Tout ça est très compliqué, tout ça est illisible par nos concitoyens. Et la lisibilité ne risque pas de se renforcer. Avec la Force européenne démocrate, le centre compte maintenant 7 formations politiques. La Confédération des centres s'annonce morcelée. Le débat sur le harcèlement sexuel dont s'est emparé le Sénat, je vous le disais tout à l'heure au début de cette édition, on voit sur ces images que la discussion générale se poursuit actuellement dans l'hémicycle, mais ici nous avons 3 élus qui nous ont rejoints. Bonsoir Brigitte Gonthier-Maurin, vous êtes sénatrice communiste, Muguette Dini, sénatrice centriste, Philippe Kaltenbach, sénateur du Parti socialiste. Avec nous également Marilyn Baldec, bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes. Au travail. Au travail, c'est important de le préciser. C'est tout l'objet de ce texte sur le harcèlement sexuel. Mais pourquoi, d'abord, il est si difficile de s'entendre apparemment sur sa définition? Est-ce simplement parce que la dernière loi a été annulée par le Conseil constitutionnel car jugée trop floue? Votre avis là-dessus, Madame Gonthier-Maurin? Tout simplement parce que nous avons à répondre à un double défi, à la fois être en capacité de produire une nouvelle définition qui soit extrêmement protectrice pour les femmes, qui couvre un maximum de situations, mais en même temps répondre à la demande de magistrats qui nous demandent de réaliser une définition plus précise leur permettant d'avancer dans la procédure. Donc Muguette Dini, c'est un travail ardu. Oui, mais j'ai cru comprendre que vous disiez que nous avions des difficultés à nous entendre, mais en réalité, c'est un texte qui, ayant été beaucoup travaillé dans un groupe de travail... Qui sera voté, bien sûr, par tout le monde au final. Même si certaines nuances apportées par les uns et les autres, ou les unes et les autres, feront débat, mais... c'est quand même un texte consensuel. Bien sûr, Philippe Kaltenbach, néanmoins, avec des difficultés donc pour obtenir une définition qui satisfait tout le monde, et notamment les organisations féministes. On va leur donner la parole tout de suite. Je crois que le Sénat avait fait un travail important au sein d'une commission qui associait tous les groupes politiques. Le gouvernement en a tenu compte dans son projet de loi, et aujourd'hui on a quand même une définition qui prend bien en compte à la fois la nécessité d'être précis pour répondre à la censure du Conseil constitutionnel, et puis d'avoir aussi une protection des victimes. Après, on peut toujours discuter de tel ou tel terme, mais globalement, il y a un accord au Sénat. Et je crois que c'est une bonne loi qui va être votée demain. Alors, Marilyn Baldec, on a envie de savoir comment vous réagissez devant ce satisfecit, finalement, que s'adressent tous les partis consultés aujourd'hui par ce texte. Alors nous qui allons devoir, avec les avocats spécialistes de la matière, se servir de ce nouvel outil juridique devant les tribunaux, nous sommes un tout petit peu moins satisfaits. C'est un euphémisme. Pour un problème de définition, notamment. Alors, principalement sur le volet pénal, puisque le projet de loi escompte créer un délit de chantage sexuel ou un délit assimilé au harcèlement sexuel, dont les éléments constitutifs sont en grande partie conformes à la définition de l'agression sexuelle, à la définition de la tentative de viol. Et qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est le chantage sexuel? Le projet de loi le définit comme l'utilisation de menaces, d'ordre, de contraintes, de pression graves dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle. La relation de nature sexuelle, ça peut parfaitement être un acte de pénétration sexuelle. Et un acte de pénétration sexuelle qu'on tente d'obtenir par l'utilisation de menaces et de contraintes, c'est ni plus ni moins qu'un viol. Si c'est une atteinte sexuelle, c'est ni plus ni moins
une agression sexuelle. Aujourd'hui, il y a une tendance très lourde de la justice à déqualifier les violences sexuelles, à correctionnaliser des viols. Et on voit mal pourquoi les magistrats se priveraient de cette nouvelle opportunité de déqualifier des violences sexuelles en chantage sexuel. Si je vous suis, et les élus vont vous répondre, donc cette définition du chantage sexuel, en fait, correspond à une tentative de viol, et donc mériterait des sanctions bien supérieures à celles qui sont prévues dans le texte en débat actuellement. La tentative de viol est punie de 15 ans de réclusion criminelle. Et le texte, là punit le chantage sexuel de 2 ans. Donc, du coup, c'est une déqualification textuelle. Alors, on cherche les avancées, et là, on nous parle d'une régression. Lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, il ne peut pas y avoir de contact physique, sinon on est dans l'agression sexuelle ou dans le viol. Le harcèlement sexuel, on est hors contact physique. Donc on est dans une menace, dans une pression pour obtenir un logement en échange d'un acte sexuel, pour obtenir un emploi, pour garder son emploi. C'est à partir de ces exemples-là que les sénateurs et le gouvernement ont souhaité introduire cette notion qu'on a précisée en parlant de chantage sexuel, parce qu'il y avait cette demande d'ailleurs des associations. Parce que sinon, normalement, le harcèlement sexuel, ce sont des faits répétés. Là, comme il y a parfois des actes uniques qui sont graves, puisqu'on vous met en demeure d'accepter une relation contre un logement ou contre un travail, il fallait trouver le moyen juridique, le dispositif juridique pour avoir une sanction sur un acte unique. Voilà. D'où l'idée de dire chantage sexuel, assimilé à harcèlement sexuel, lorsqu'il y a pression, menace, pour obtenir des faveurs sexuelles en échange d'un emploi, d'un travail. On est vraiment dans une définition qui a été vraiment travaillée et qui permet de répondre à une demande des victimes et des associations. Et je crois que... Ah, la nôtre. Peut-être, mais il y a de nombreuses associations. Et c'est vrai que beaucoup d'associations mettaient en avant cette idée d'acte unique qui était contradictoire avec l'idée de harcèlement. Et donc la solution qui a été trouvée, je crois, est une bonne solution parce qu'elle répond au harcèlement classique, les faits répétés tout au long de l'année, régulièrement, qui, comme les gouttes d'eau du supplice chinois, finissent par provoquer... C'est quand la personne est plongée dans un environnement, parce que c'est un terme qui est également retenu. Non, quand tous les jours on vous parle de votre physique. Donc là, c'est un acte on a unique, indiqué précédemment que le Sénat avait beaucoup travaillé, mais je voudrais insister sur le fait que le travail n'est pas terminé et que tout ce qui va se passer à partir de maintenant sur la base d'amendements pourrait être le moyen de faire écho à des problématiques soulevées par des associations féministes. Lesquelles par exemple? Notamment, on a eu cette difficulté à articuler la définition autour de répétition, puisque le terme de harceler veut dire, par définition bien sûr, répéter, et le fait qu'un acte unique seul pouvait constituer quelque chose de suffisamment grave pour être assimilé à un harcèlement sexuel. Et donc, moi, pour une part, j'entends ce que dit Madame Balbec, parce que, si vous voulez, d'ailleurs, nous allons avoir des amendements dans ce sens. Je crois que le lier au fait d'obtenir des relations sexuelles, ce n'est pas satisfaisant. Il faut donc encore retravailler cette partie-là. Vous avez vu comment est constituée la définition actuelle dans le projet de loi du gouvernement. Il y a 2 étages à la fusée en quelque sorte. Il y a 2 alinéas. Voilà, il y a 2 alinéas. Il y a le premier alinéa qui concerne la répétition, en fait, une multiplication de gestes, d'actes, de réflexion, etc. Bon, on ne va pas détailler ici. Voilà. Et puis, on a essayé de travailler sur cette notion d'acte unique. Mais évidemment, l'acte unique assorti à la question de la relation sexuelle, pour moi, demeure problématique. Et là, je m'exprime en tant que sénatrice communiste et non pas en tant que présidente de la délégation. Mais est-ce que ça relève ou non de la tentative de viol? Alors, sinon, mais là, sortir, si vous voulez, tout le travail avait été fait de déconnecter la question de harcèlement de l'acte sexuel. Je vous dis franchement, le fond de ma pensée, vous êtes là pour ça. J'ai vraiment l'impression que tout le monde voit bien où est le problème, en réalité, de ce délit de chantage sexuel, que tout le monde voit bien de quelle manière il va pouvoir être utilisé par les juges, qui sont censés l'être. J'espère avoir fait un lapsus révélateur. Mais que maintenant, à ce stade de la discussion, on n'ose pas faire marche arrière. Et je pense qu'il faudrait avoir le courage, il faudrait que le législateur ait le courage de faire marche arrière sur ce délit de chantage sexuel. Parce que, comme je le disais, il y a déjà une tendance lourde à déqualifier les violences sexuelles. Pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient, les magistrats? Ils ont une vraie alternative. Ils ont une vraie alternative. Mégadini veut répondre. Et puis vous nous parlerez quand même de cette tendance lourde des magistrats, parce qu'on a du mal à la comprendre. Alors vous allez dans ce sens-là ou pas? Écoutez, non. Parce que je pense que les définitions nouvelles que nous allons apporter vont permettre 2 choses. D'une part, que les juges aient des bases plus solides, et d'autre part,
je sais que Mme Balbec ne fait pas la même confiance, mais je crois aussi que cette nouvelle loi peut amener aussi les juges à moins requalifier ou disqualifier, c'est comme vous le voulez, à être plus sensible à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire... Pourquoi les juges, les magistrats ne l'étaient pas jusqu'à présent? Parce que la définition était extrêmement floue. Et puis parce qu'il y a une tolérance sociale aux violences faites envers les femmes et que donc une tolérance sociale qui va pouvoir trouver sa réponse et sa traduction dans le délit de chantage sexuel. Il ne faut pas travailler que le volet répressif et qu'une partie des recommandations de la délégation aux droits des femmes a été de se porter sur les aspects préventif, d'information et de prévention. Et notamment un observatoire national des violences faites aux femmes aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un témoignage éclairant. C'est Clarisse, elle a 28 ans. Et elle raconte ses déboires professionnels lorsqu'elle a voulu, en fait, dans son entreprise, faire du syndicalisme. Un témoignage recueilli par Marie Brémaud. On l'écoute. Donc au départ, je me disais, ok, c'est peut-être un béguin, ça va passer, je vais lui faire comprendre, il connaît mon compagnon, ça va passer. Et je voulais tellement pas perdre ce mandat et puis rester active au sein du syndicat qu'on arrive à se conforter, à se dire, bon, c'est un petit moment à passer, après on passe à autre chose. Le problème, c'est quand ça devient répétitif tout au long de la journée et que les appels sont à côté de votre compagnon ou des choses comme ça et qu'il faut absolument trouver une solution pour pas que la personne qui vit avec vous s'aperçoive qu'il y a quelqu'un à côté qui vous demande des choses qui sont sexuelles et que surtout pas qu'il puisse penser qu'on est d'accord et qu'on a envie. Moi, j'ai toujours dit, à partir du jour où j'ai parlé, j'ai pleuré toute une nuit quand j'ai avoué ça à mon ami et je lui disais, je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Alors, lui, il me répondait, mais t'as failli perdre plus. T'as failli perdre toi. Oui, mais je vais tout perdre quand même. Je vais perdre ce que j'aime faire. Et ça, c'était aussi dur que si on avait touché à mon corps. Voilà, Clarisse, donc, qui était harcelée, non pas par un supérieur hiérarchique, mais par un collègue syndicaliste. Et vous avez réagi tous, bien sûr, à ce témoignage. C'est un témoignage très fort qui est tout à fait illustratif de ce qu'on peut rencontrer lorsque des femmes viennent nous trouver. C'est-à-dire que même là, il était question d'une répétition, mais un simple acte, un simple propos peut entraîner une dégradation psychologique terrible. Vous avez noté le mot qu'elle a utilisé, avouer, le verbe. Avouer. À son ami. Vous vous rendez compte? Avouer, comme si c'était elle la fautive. Voilà. Absolument, c'est ahurissant. C'est pour ça qu'il y a vraiment une tolérance sociale. Je voudrais dire, parce que nous connaissons bien cette jeune femme, que sa plainte pour harcèlement sexuel a été classée sans suite pour défaut de base légale, du fait de l'abrogation de la loi, sans que le parquet n'ait recherché de qualification alternative. Donc là, c'est aussi une illustration de ce que la circulaire de la chancellerie qui invite les magistrats, enfin les magistrats du parquet à tenter de requalifier, finalement, en tout cas dans nos dossiers, est assez peu suivi. Alors moi, de vos débats, j'aimerais quand même tirer une conclusion. J'aimerais savoir si demain, les femmes seront quand même mieux protégées avec ce nouveau texte de loi ou pas. Elles ne sont pas protégées du tout, donc elles seront bien mieux protégées demain. Et dans le cas qui est évoqué dans votre reportage, la personne pourra en effet porter plainte et... Elle ne pourra pas reporter plainte. Non, elle ne pourra pas. Ça, c'est le Conseil constitutionnel et sa décision. Mais sur des faits similaires, qui se passent après le vote de la loi, à l'Assemblée et sa promulgation, la personne pourra porter plainte. Donc ça va vraiment protéger beaucoup plus les femmes sur le harcèlement sexuel et sur on va retravailler le code pénal, mais le code du travail et la loi de 1983 qui concerne les fonctionnaires. Donc quand même, je pense que il y a une avancée, peut-être que certains jugeront pas suffisant. Parce qu'il y a très peu de condamnations jusqu'à présent. Il y a très peu de plaintes, bien sûr. Un millier, 70 à 80. Alors, on pense qu'il y a 200 000 enquête en 2000. Il y a une enquête en 2000 qui a montré que 2% des femmes étaient victimes de harcèlement sexuel sur les 12 derniers mois, ce qui fait quand même, si on considère qu'il y a 10 millions de femmes qui travaillent, 200 000 femmes qui s'estiment victimes de harcèlement sexuel. Il y a 1000 plaintes par an et 90 condamnations. Donc on voit qu'il y a une évaporation importante entre le harcèlement, les plaintes déposées et les condamnations. C'est une loi, bien sûr, qui se veut répressive, c'est normal. Ça va être mieux. Et je vous ai dit, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire, notamment si l'amendement qui propose la création d'un observatoire national est adopté, parce que c'est pas simplement des études qu'il faut faire. C'est travailler à pouvoir mettre en synergie localement, départementalement, régionalement et nationalement un ensemble d'acteurs qui peuvent prévenir, aider et... Bon, donc c'est une loi répressive, bien sûr, que tout le monde salue, qui sera votée sur
tous les bancs. Que nous saluerons, on verra. Alors, on a compris vos réserves. réserves. C'est aussi une loi incitative pour inciter les femmes donc à porter plainte. Madame Gauthier-Morin, vous avez dit il y a un instant que des femmes venaient vous trouver comme Oui, ça élus. m'est arrivé, bien sûr. Vous aussi, bien madame sûr. Bien sûr. Nous sommes constamment confrontés à des femmes harcelées qui ne veulent pas porter plainte parce que ça va porter préjudice à leur travail. Enfin, Monsieur Kettelbach dit qu'il y en a 200 000 par an. Vous pensez bien que dans ces 200 000, nous en rencontrons parce que nous sommes élus ou parce qu'on nous raconte des choses. Et bien sûr que nous en connaissons. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a souligné bien sûr le côté symbolique de ce texte que le gouvernement a voulu mettre au programme des assemblées très rapidement. Est-ce qu'il a voulu aller trop vite? C'était l'accusation qu'on a entendue tout à l'heure au début de ce journal de l'UMP Chantal Jouanneau. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Dispositif législatif, il y a urgence à légiférer. Il faut aller vite. Le gouvernement est allé trop vite. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a regretté, si je peux me permettre de... Je vous en prie. Elle a regretté que n'ait pas eu la priorité le texte qui avait été élaboré par la commission à laquelle nous avons tous participé du Sénat, en disant peut-être que c'est ce texte-là qui aurait été mieux que celui du gouvernement. Mais elle n'a pas dit que ça avait été trop vite. Personne ne peut dire ça. C'est des questions de forme. Oui. Que le texte émane Elle a dit encore que le Sénat avait été méprisé. Elle l'a dit alors. Ça n'est pas votre sentiment. Elle l'a pas dit pour l'urgence. Elle l'a dit pour autre chose. Oui. Non, tout le monde était d'accord sur l'urgence. Il fallait travailler dans l'urgence et on n'a rien bâclé. Je tiens à insister là-dessus parce que le volume de travail qui a été déployé en quelques semaines avec plus de 50 auditions nous a permis, et y compris au travers de l'essai que nous avons fait les uns les autres au travers de nos propositions de loi, nous sommes concrètement essayés à des rédactions qui ont été elles-mêmes confrontées avec les gens que nous avons pu auditionner. Donc nous n'avons pas perdu notre temps et nous n'avons pas bâclé le travail. Et nous n'avons pas été dans son rôle d'opposition parce qu'il critique sur la forme, alors qu'il y a quelques mois, c'était les premiers à mépriser complètement le Parlement. Là, aujourd'hui, le Parlement est écouté, le gouvernement est à l'écoute des sénateurs, les ministres sont venus plusieurs fois rencontrer les sénateurs, donc c'est vraiment un travail commun qui a été fait entre le gouvernement et le Sénat, et je crois que ça correspond bien à la méthode que veut mettre en place François Hollande pour son quinquennat. Marine Baldec, je sens beaucoup de passion, d'engagement sur ce plateau. Vous faites confiance aux législateurs? Pas a priori. Je fais confiance dans les députés et les sénateurs pour avoir l'intention de bien faire. Par contre, je ne suis pas sûre que leur intention est servie par le texte qui est en train d'être défendu, en tout cas pour ce délit de chantage sexuel. Et puis, par exemple, sur le volet fonction publique, il va falloir voter des amendements pour que ce soit satisfaisant. Aujourd'hui, absolument. Il y en a plus de 60 qui ont été déposés. Absolument, mais par exemple, aujourd'hui, il y a une obligation de prévention du harcèlement sexuel pour les salariés du privé qui n'existe pas pour la fonction publique. À l'automne, le gouvernement va mettre en place une campagne de communication sur le harcèlement sexuel pour le prévenir, pour informer. Il ne peut pas décemment le faire s'il ne s'applique pas lui-même ses obligations de prévention. Voilà, quand même, il y a des choses fortes qui sont dites, mais vous les avez déjà prises en compte dans certains amendements. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h. Le vote demain, puisque les conversations... Demain soir, probablement. Il y a beaucoup d'amendements, donc on va déborder demain soir. Oui, il y a des amendements qui vont quand même susciter le débat, notamment autour des transgenres. LGBT, tout ce que qui sont également victimes, effectivement, les homosexuels qui ont été cités notamment par la ministre de la Justice comme victimes également de harcèlement. Merci à tous. Merci. Bonsoir. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. On connaît son pas lent, ses képis blancs, ses voix graves et ses tabliers de sapeur. On connaît ses exploits militaires chaque fois qu'elle est engagée partout dans le monde. On vient surtout l'applaudir tous les ans le 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est la Légion étrangère. Mais à quoi sert aujourd'hui cette troupe d'élite dans l'armée française? Eh bien, ce sera le débat de la semaine sur Public Sénat. Juste après, le documentaire signé Marcella Ferraru, Français par le sang versé. Le débat, samedi à 23h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.
Thank you.